À l'époque, vous parlez avec lui, une fois que vous êtes parti du Mexique, vous téléphonez à ce moment-là? Oui, bien sûr. On se parlait plusieurs fois par jour au téléphone. On avait de très bonnes relations. Maude Versini, bonsoir. Alors, Maude Versini, au début des années 2000, vous vivez une belle histoire d'amour avec Arturo Montiel, gouverneur de l'État de Mexico, au Mexique, l'un des hommes les plus puissants du pays. Quelques années plus tard, vous êtes marié avec Arturo Montiel. Vous avez 3 enfants et il brigue la présidence de la République du Mexique. Mais l'histoire tourne au cauchemar. Il y a 2 ans, vos enfants sont enlevés par leur père. Vous ne les avez pas revus depuis. Cela fait 773 jours aujourd'hui. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Maude Versini, rebonsoir. Vous êtes né à Neuilly le 9 janvier 1974, père administrateur de société, mère, femme au foyer. Vous avez 3 frères et sœurs. Vous grandissez à Paris et après votre bac et une école de commerce, vous travaillez dans l'immobilier. Et puis, au début des années 2000, vous entamez une nouvelle activité, vous faites des publi-reportages à l'étranger pour une société de presse. Première destination, le Mexique. Vous devez interviewer des grands entrepreneurs, des banquiers, des hommes politiques. Et c'est comme ça que vous rencontrez Arturo Montiel. À l'époque, Arturo Montiel est l'un des hommes les plus influents du Mexique, figure montante du PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel, qui est le premier parti du Mexique. Il est gouverneur de l'État de Mexico, qui est le premier État du Mexique et qui est généralement, pour les hommes politiques là-bas, un tremplin pour la présidence. Vous avez 26 ans, il a 56 ans. Il est en train de se séparer de sa première femme, avec qui il a eu 2 fils. Alors tout de suite, Arturo vous aide pour votre mission, hein. Il vous ouvre des portes. Oui. Il m'introduit auprès des gouverneurs locaux, auprès des entrepreneurs dans son État surtout. Ouais. Et au bout d'1 an, votre relation, dirons-nous, a dépassé le cadre professionnel. Oui, si on veut, oui. Alors, vous vous installez au Mexique. À l'époque, vous avez quand même des sentiments un peu mitigés, hein. Je ne le connais pas très bien. J'ai jamais vraiment passé de temps avec lui. J'ai peur de m'investir avec un homme qui n'était pas encore divorcé à l'époque. Il prétendait être séparé depuis 7 ans, mais je n'avais pas la certitude de ce qu'il m'avançait. Et donc, j'ai pris la décision de le connaître un peu plus. Ouais. Donc, j'ai commencé un travail sur place. Donc voilà, donc vous vous installez, dirons-nous, en femme indépendante. Vous avez un job, vous avez un appartement. Et quelques mois plus tard, votre histoire devient officielle au Mexique. Tout à fait. Là, lors d'une visite à Paris, vous demande en mariage sous l'Arc de Triomphe. Oui. Pas mal. C'est romantique. Vous dites oui. Oui. Le 22 juin 2002, vous devenez officiellement la première dame du premier État du Mexique. Alors, c'est pas rien d'être première dame d'un État là-bas, parce que d'office, vous prenez la tête du ministère des Affaires sociales. Voilà. Vous dirigez 700 personnes, hein, et vous passez votre temps à faire des inaugurations, des conférences de presse. Enfin, c'est pas rien comme boulot, hein. C'était passionnant. Alors, vous faites ça pendant 5 ans, et vous dites, c'est les plus belles années de ma vie. Oui. Alors, au départ, c'est un mariage assez heureux, hein. Vous avez 3 enfants avec Arturo, tout va bien. En 2005, la pré-campagne présidentielle démarre au Mexique et Arturo Montiel est le mieux placé pour être le candidat officiel du Parti révolutionnaire institutionnel à la présidence. Alors, c'est quelqu'un d'assez dur, hein. Oui. Vous êtes un peu son atout charme, son atout cœur. Oui, un petit peu. Il m'utilise un peu dans ses campagnes Ouais, médiatiques. ouais. Alors, dans l'intimité, Arturo, c'est plutôt un papa old school, hein. C'est-à-dire qu'il ne prend pas les enfants dans ses bras, il ne change pas les couches, hein. Non, pas du tout. Oui. Malheureusement, il y a plus grave. Il boit pas mal, hein. Oui. Il a l'alcool mauvais, en plus, hein. Oui. Rien les nerfs, un peu violent. Ouais. Fin 2005, Arturo Montiel est quasiment choisi par le PRI pour être candidat officiel à la présidentielle. Et c'est là que son adversaire principal, un dénommé Madrazo, l'accuse de corruption
dans une émission de télévision. Il prouve qu'Arturo Montiel a détourné 200 millions de dollars. Il comprend que c'est la fin de sa carrière politique. Je pense que ce soir-là, il a compris. Là, il sombre dans la dépression et l'alcool. Oui, ça a été très dur. C'est terrible. Il ne sortait plus. En 2007, vous décidez de le quitter. Il ne cherche pas à vous retenir, en fait. Ni vous, ni les enfants. Il est convaincu que vous allez revenir. Oui, il pense que c'était une passade et que je reviendrai et que ça allait me passer. Ouais. Vous rentrez à Paris. Et là, vous menez une vie assez simple, hein, loin des nounous, des gardes du corps, des chauffeurs. Vous retrouvez une vie normale. Ça vous fait du bien? Oui, on avait vraiment besoin. À l'époque, vous parlez avec lui, une fois que vous êtes parti du Mexique, vous téléphonez à ce moment-là? Oui, bien sûr. On se parlait plusieurs fois par jour au téléphone. On avait de très bonnes relations. Oui. Alors, le divorce est prononcé en 2007. Vous obtenez la garde des enfants. Vous devez simplement les envoyer au Mexique, ce qui semble normal, pour Noël et puis pour les vacances. 4 fois par an, oui. Voilà. Par ailleurs, vous rencontrez à ce moment-là un autre homme avec qui vous avez une petite fille et vous pensez que les choses sont rentrées dans l'ordre à ce moment-là. Oui. 4 ans ont passé, effectivement, tout allait bien. Mais peu de temps après, Arturo Montiel vous propose de vous envoyer des nounous mexicaines chez vous. Il trouvait que les enfants perdaient un peu leur espagnol quand ils les avaient au téléphone ou quand ils venaient au Mexique le voir. Et il trouvait aussi que d'un point de vue logistique, c'était plus simple que les enfants, quand ils venaient au Mexique, soient accompagnés par ces jeunes filles mexicaines. Malheureusement, ces nounous sont là pour fabriquer des faux témoignages et 2 d'entre elles portent plainte pour maltraitance. Exactement. Des aberrations sur notre manière d'élever les enfants à la maison. Ouais. Enfin, l'enquête est classée sans suite. Bien sûr, très vite. Comme il n'y a pas de maltraitance. Oui. Le 15 décembre 2011, comme chaque année, vous organisez un repas de Noël avant que vos 3 premiers enfants partent pour le Mexique. Ce soir-là, vous faites une photo. Oui. Vous ne savez pas que c'est la dernière fois que vous voyez les 3 grands, qui ont donc 7 ans pour les jumeaux et 6 ans pour le petit. Voilà. Les enfants partent le 16, ils doivent rentrer le 2 janvier. Mais le 1er janvier, Arturo Montiel vous appelle et vous dit « Les enfants ne rentreront jamais en France. » Je me suis écroulée. Oui. Il dit « J'ai appris que tu les maltraitais, j'ai des preuves. » Désormais, c'est moi qu'on est la garde. Tu ne les reverras plus jamais en France, mais tu peux venir quand tu veux les voir au Mexique. Et pourquoi a-t-il fait ça? Pour se venger. Parce que je l'ai quitté, parce que je me suis remariée, parce que j'ai refait ma vie, Ah oui. parce que je suis heureuse sans lui. Alors, dans un premier temps, vous gagnez vos procès, évidemment. En juillet 2012, il y a un nouveau président qui est élu au Mexique, qui s'appelle Enrique Peña Nieto, qui est le cousin d'Arturo Montiel. Et en fait, c'est Arturo qui l'a fait. Oui, c'est son mentor. Et à partir de là, l'attitude de la justice mexicaine change considérablement. Ils sont contre vous. Et alors que j'avais gagné effectivement tous mes procès, je n'ai fait que perdre. J'ai tout perdu. Ouais. On a recommencé à zéro le procès. Et là, tout s'est écroulé. J'ai compris qu'il avait complètement acheté la justice de son État. Ouais. Ils m'ont fait croire effectivement que j'allais pouvoir récupérer les enfants. Ouais. Jusqu'au jour où voilà, il a été élu. Et j'ai perdu mes procès. Ouais. Tout. Ce sont des enfants dont les droits sont bafoués, mes droits sont bafoués, la Convention internationale de la haie est violée. Et surtout, je n'ai pas le droit d'accès à mes enfants. Justement, ça fait 773 jours que vous n'avez pas vu vos enfants. Vous leur parlez au téléphone une fois par mois, mais il peut se passer 2 mois sans qu'on vous les passe. Alors au tout départ, les enfants étaient très aimables, très gentils, adorables, en me disant qu'ils m'aimaient, que je leur manquais. Aujourd'hui, c'est atroce. Aujourd'hui, ce sont des enfants qui se sont transformés. Bah aujourd'hui, ils vous voient, ils vous appellent madame. Oui, c'est atroce. Vous dites, je suis en train de les perdre, quoi. Oui. Ah oui, ils subissent ce qu'on appelle l'aliénation parentale. Ah oui. Ils sont programmés, ils sont conditionnés, manipulés. On leur dit des atrocités sur moi, donc forcément, les enfants... C'est des enfants. Ouais. Alors, quand vous allez au Mexique et vous y êtes allé 12 fois, vous n'arrivez pas à les voir. Non. Parce que là-bas, tout le monde a peur de votre ex-mari. Et quand vous allez à l'école pour les voir, soit vous êtes refoulé, soit vous êtes obligé de rester devant les grilles de l'école. Oui. Je suis allée plusieurs fois à l'école. La première fois, j'ai réussi à rentrer, à sensibiliser le directeur pour lui expliquer que j'avais gagné mon procès à l'époque, qu'il fallait qu'il me laisse voir mes enfants. Il a refusé.
Il m'a dit que celui qui payait l'école, c'était le père et qu'il avait tous les droits. La deuxième fois, j'y suis retournée et j'ai croisé un de mes enfants dans un couloir de l'école. Je lui ai couru après et je me suis fait barrer la route par une maîtresse qui m'a fermé la porte au nez, qui m'a dit qu'elle ne me connaissait pas et qu'il fallait que je dégage. Ce que je trouve le plus cruel dans votre histoire, c'est quand vous allez là-bas, on vous dit vous allez les voir. Pendant 2 ans, j'ai demandé un droit de visite qui m'a été refusé. Ouais. Au bout de 2 ans, la juge a accédé à ma requête et m'a donné 2 heures pour un rendez-vous dans un centre de médiation. La première fois, c'était en septembre. Je suis allée avec des sacs chargés de cadeaux, de jouets, de jeux, de photos. J'ai attendu, ils ne sont pas venus. J'ai eu un deuxième rendez-vous de 2 heures le 16 décembre. Je me suis présentée à nouveau. On m'avait dit, ça c'est sûr, le consul général m'avait dit, ils vont venir, c'est obligé. Et ils ne sont pas venus. Le pire, c'est que le petit dernier souffre d'un trouble autistique. Ce sont des enfants qui ne grandiront plus jamais comme des enfants normaux. Ce sont des enfants qui ne seront plus jamais stables, plus jamais équilibrés. Ce sont des enfants qui vont souffrir de ces séquelles toute leur vie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'attitude du père. Ça me dépasse. Un monstre. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.